Et on se retrouve pour une nouvelle petite pépite qu'on va vous présenter aujourd'hui pour ce Retail Day. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent ou qui regardent cette vidéo ou qui sont en direct avec nous, que le Retail Day, c'est pour vous, c'est pour les actionnaires individuels, c'est des histoires d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. C'est de vous donner accès à de l'information de la même qualité que l'information qu'on donne aux investisseurs institutionnels, que ce soit Bourse Direct, que ce soit Orland Corporate. On défend les actionnaires individuels et donc c'est important pour nous de vous donner accès aux dirigeants d'une entreprise. Et là, je reçois Samuel Sancerni. Tu es PDG de DMS Group. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci de te livrer à cet exercice, c'est sympa. Ouais, merci beaucoup de m'accueillir et de présenter DMS dans le cadre de ces Retail Day. Ah non, mais c'est toi qui vas le présenter. Moi, je ne présente rien du tout. Ouais, donc, DMS Group, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais d'abord? Quelle est l'activité du groupe? Alors aujourd'hui, on est un spécialiste, on s'est refocusé sur notre métier historique. On est un spécialiste de l'imagerie médicale digitale et de l'ostéodensitométrie. On vend dans 140 pays au monde et on a une petite particularité, c'est qu'on fabrique en marque blanche pour des majors. Donc on fabrique en marque blanche pour Fujifilm dans le monde entier, pour Carestream, l'ancien Kodak Imaging, principalement sur les États-Unis, et pour Canon Medical System en Europe. Donc vous fabriquez? Alors on développe. Vous développez, vous concevez, vous développez, vous fabriquez? On amène l'intelligence dans nos équipements, parce que c'est très important. Aujourd'hui, la valeur que l'on apporte dans nos équipements est très très importante. Et une fois qu'on a développé, qu'on a conçu, on industrialise, on produit et on vend dans le monde entier. Vous produisez où? On produit à Galargues-le-Montueux, en Occitanie, entre Nîmes et Montpellier. D'accord. Et ça se passe bien? T'es content? Ouais, on a une super usine, on y est depuis 2021. Elle a été construite que pour nous. Elle est parfaite pour les 3 à 5 prochaines années. Et elle nous permettra effectivement de nous développer sans avoir à penser à ce sujet-là. Alors quand tu dis on s'est refocalisé sur notre métier historique, tu veux dire quoi? Alors il y a eu DMS a une histoire et un passif en bourse, donc c'est vrai que c'est une action qui a été un peu délaissée. Moi j'ai les mains libres que depuis 1 an, puisque Jean-Paul Ancel, qui était ancien PDG, a cédé ses actions en février l'année dernière, donc il y a un petit peu moins d'1 an. Donc c'est là que tu as repris les rênes? Alors j'ai repris les rênes 6 mois avant, mais le temps de se mettre en place et de monter une nouvelle gouvernance complète, on va dire que ça fait 1 an que j'ai les rênes du groupe. Et avant on faisait beaucoup de choses, bien ou pas bien, mais on faisait de l'imagerie médicale, plutôt pas très bien, on faisait du wellness, on faisait de la biotech, on a fait des nez électroniques chez Alphamos, et là on s'est vraiment reconcentré sur ce qu'on savait faire avec des équipes qui sont parfaitement au point, qui sont parfaitement drivées par la réussite sur l'imagerie médicale. Focus, on est des industriels, il faut qu'on soit focus. Ouais. Bon, 2023, bonne année? Alors 2023, bonne année en termes de chiffres, hein. J'avais annoncé des guidance l'année dernière qui avaient été assez commentées, parce qu'ambitieuses. On a touché ces guidance, un tout petit peu plus, on avait annoncé 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on fait 40,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, c'est toujours... C'est énorme en bourse, tu sais que c'est la clé. Hein. En bourse, c'est surtout pour les actionnaires individuels. Et tu connais bien la bourse, et c'est la clé pour la bourse, c'est ce qu'on pousse les gens à faire. Donc tu es content de ton année? Oui, c'est surtout la première fois pour DMS qu'on tient nos objectifs, en fait. Donc c'est plutôt bien. Donc ça va être, on espère, la feuille de route pour les années à venir. Justement, DMS, tu parlais de son passé, tu parlais du fait qu'il y a eu plusieurs activités, tu parlais de cet historique, de ces changements de management. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que le marché, les actionnaires, que ce soit institutionnels ou individuels, ont la bonne perception de ce qui est devenu DMS? Ou est-ce que tu penses qu'il y en a encore beaucoup qui ont l'image du DMS d'avant? Alors, je pense qu'il y en a bien sûr beaucoup. DMS, c'est une boîte qui a 30 ans, hein, c'est en bourse depuis 99, donc il y a quand même une image et un passif qui est compliqué à gérer. Hein. Si on parle pas des actionnaires individuels, mais si on parle des institutionnels, l'année dernière, il n'y a pas un institutionnel qui voulait nous adresser la parole. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'intérêt, qu'il y a des discussions, les gens se demandent si c'est une vraie recovery, si ce n'est pas une vraie recovery. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui voient le changement et sont contents de ce changement. Donc cette perception, tu as l'impression toi aujourd'hui qu'elle est en train de... Elle a infusé, c'est-à-dire que ça y est. C'est très très clair. C'est très clair. Ça ne se reflète pas dans le cours, mais toutes les discussions qu'on a, les gens comprennent ce qu'on fait, que ce soit même au niveau de nos clients, parce que c'était compliqué, que ce soit au niveau des actionnaires, que ce soit au niveau des institutions, les gens comprennent ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est déjà une super bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en 2024, il va falloir qu'on capitalise là-dessus et que effectivement, on a fait la moitié du chemin et que 2024 sera pour réaliser l'autre moitié. Transition toute trouvée, 2024 alors. Qu'est-ce que tu nous annonces de beau? Est-ce que ça va être une bonne année pour DMS et donc une bonne année pour les actionnaires de DMS? On parlera de l'action, mais c'est pas ton point. Tu t'en occupes par la performance opérationnelle.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu as de la visibilité? Comment est le contexte? Alors, on a annoncé un plan ambitieux qui s'appelle Imaging 2027, donc un petit peu plus loin que l'horizon 2024. 70 millions. 70 millions, 10 millions de marge d'EBITDA. Ce qui est important, 14%. On a deux axes de travail, donc le chiffre d'affaires, le développement du chiffre d'affaires et le développement de la marge d'EBITDA, qui sont deux parallèles. Ça se fait pas exactement en même temps. Le chiffre d'affaires se développe sur les produits existants sur les marchés. On vient d'étendre nos marchés. Donc tu restes sur ton focus. Ah oui, bien sûr, on reste sur le focus, on reste sur la verticale, l'imagerie digitale au service du patient. C'est 70% des examens de radiologie dans le monde, l'imagerie digitale. Il y a le scanner, il y a l'IRM, mais nous, on est assis sur 70% du marché. Donc tu restes là-dessus. Donc là, pas d'inquiétude, on reste focalisé. Donc comment on arrive à ces 70 millions? Alors, des nouveaux marchés, on a étendu nos contrats avec Fujifilm, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Asie. On avait les États-Unis et l'Europe. Donc même partenaire, mais plus de zones géographiques? Même partenaire, plus de zones géographiques, ça c'est pour la partie commerciale Fujifilm. Mais on a Canon aussi, même partenaire, mais des nouveaux produits. On a lancé un nouveau produit fin d'année au niveau du RSNA, qui est un produit qui est dédié pour Canon, avec de la valeur ajoutée Canon, donc qui les intéresse, ils sont intéressés à le vendre, puisqu'il y a de la valeur ajoutée à l'intérieur. Donc ça, c'est vous qui l'avez conçu? C'est nous qui l'avons conçu, et puis surtout des briques logicielles et d'intelligence artificielle. Et là, on vient sur la marge. Tant qu'on est un équipementier, on est dans la masse des équipementiers. Aujourd'hui, on apporte de l'intelligence à nos machines, que ce soit en amont, dans la production d'images, ou en aval, dans tout ce qui va être diffusion des images et tout ce qui va être interprétation à distance des images. On parle de quoi? De logiciels attachés? Alors, nous, on fabrique notre propre logiciel. C'est une décision forte. Depuis 2020, il équipe. Donc, vous êtes éditeur de votre logiciel? Nous sommes éditeurs, concepteurs de notre logiciel, et ce logiciel embarque aujourd'hui toute une série de briques d'IA. Alors, c'est le début, ça sera annoncé à l'ECR, mais petit à petit, il y aura une série de suites logicielles qui embarqueront de l'IA, qui seront multiplateformes, donc qui vont se déployer sur l'ensemble de nos équipements. On a fait une acquisition, pour en parler, en octobre 2023, toujours dans la même verticale, toujours sur le même focus. Et cette partie logicielle, c'est vraiment ce qui va nous apporter la marge. La partie équipement marché va nous apporter le chiffre d'affaires. C'est ça. C'est votre, la partie logicielle, c'est votre outil de pénétration, et puis derrière, j'imagine le logiciel et le service. Alors le logiciel, le service associé, la cybersécurité, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour nos clients. Parce que pourquoi nos clients, Fujifilm, Carstream, Canon, nous choisissent? Ils pourraient aller voir d'autres acteurs, il n'y a pas de problème. Mais nous, on leur garantit une sécurité, un confort, une qualité et une valeur ajoutée qui est en lien avec leur image de marque. Et ça, c'est très très important pour eux. Parce qu'eux, ils ont leur core business, bien sûr, leurs produits. Et nous, on vient, eux-side, compléter leur gamme. Et ils ne sont pas là pour avoir des problèmes sur notre gamme. Alors justement, tu parlais d'une acquisition majeure, tu veux en dire plus? Oui, alors toujours dans ce focus de l'imagerie conventionnelle, nous on fabriquait une machine de radiologie, on a 25% de part de marché en France, encore une fois, vendue sous la marque Fuji, vous cassez un bras à Paris, vous avez un examen de radiologie à Paris, il y a une table sur 4 qui est à nous, peut-être logoté. Je préfère pas le savoir. Voilà. Ouais, en général, c'est pas pour les examens les plus graves. Et aujourd'hui, l'imagerie se déplace de plus en plus vers le patient. Donc on a décidé de développer en interne un mobile de radiologie, ultra mobile, on en reparlera, sorti milieu d'année, et puis d'acquérir la société Solution for Tomorrow, qui fabriquait un mobile, qui lui est motorisé, et qui va être vraiment destiné pour le marché américain, un marché qui pour nous devient prioritaire, parce qu'effectivement c'est le plus grand marché mondial de l'imagerie médicale, on y a mis un pied avec nos équipements actuels de radiologie, on va y mettre un pied avec nos équipements d'ostéodensitométrie. 40% du marché mondial de l'ostéodensitométrie est aux États-Unis. On n'y est pas encore. Donc, États-Unis, c'est vraiment ton focus en termes de marché dans les années qui viennent, en termes de pays? Alors oui, c'est des pays matures. Encore une fois, DMS en 2015 faisait 75% de son chiffre d'affaires dans les 50 pays les plus pauvres du monde. L'année dernière, on a fait 80% de notre chiffre d'affaires en Europe et aux États-Unis. Donc oui, effectivement, on a un focus. À peu près. On est à peu près entre 15 et 18%. Voilà. Et sur l'Amérique du Nord, incluant le Mexique. Bien sûr, et donc c'est un des points de développement que tu veux faire. Oui. C'est-à-dire tu veux passer, j'imagine, je ne te demande pas de guidance, évidemment, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, mais on peut imaginer que le continent américain représente un jour un tiers de ton activité. Oui, en tout cas, on pourrait imaginer un tiers d'activité sur les États-Unis, un tiers d'activité sur l'Europe et un tiers d'activité sur le reste du monde. Très bien. Donc, il ne faut pas oublier qu'en Inde, il y a 50 millions de personnes qui sont plus riches qu'1% de la population la plus riche française. Donc il y a aussi dans les pays émergents des marchés sur lesquels les marques type Fuji, Carstream et Canon sont très importantes et peuvent pénétrer ces marchés, alors que nous, on a toujours eu du mal à essayer de les pénétrer.
Alors Samuel, ici, tu sais, c'est le Retail Day, donc évidemment le focus c'est l'actionnaire individuel. Et bon, on essaye de savoir un peu ce que les entrepreneurs ou les entrepreneuses font pour les actionnaires individuels. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez DMS Group, pour les actionnaires individuels? Alors, la première chose que je veux spécifier, c'est que je suis un actionnaire individuel et que pour arriver à ma place, j'ai effectivement investi. Tu as acheté tes actions? Alors, j'en ai acheté une grosse partie. J'ai acheté 320 000 € d'actions, comme ça, tout le monde le sait. Et donc, je suis parfaitement investi au même titre que les actionnaires individuels. Donc, les actions, elles sont quotidiennes, en fait. Je pense que d'abord, il fallait remonter l'image de DMS, que ce soit au niveau de la bourse, mais que ce soit au niveau des clients ou au niveau des institutionnels. Donc ça, on est en plein dedans, on l'a fait. C'est la première étape, le premier étage de la fusée. Aujourd'hui, pour les actionnaires individuels, il faut qu'on ramène de la marge et qu'on ramène de la rentabilité. On est dessus, on était break-even sur les 6 premiers mois de l'année, on n'a pas de saisonnalité, les résultats seront annoncés le 18 avril, enfin 15 ou 18 avril. Donc voilà, pour les actionnaires individuels, aujourd'hui... Donc tu dis que pour les actionnaires individuels, dont je suis, enfin dont tu es... Dont je suis, oui. Déjà faire mon boulot, c'est-à-dire faire de la croissance et faire de la rentabilité, c'est déjà du boulot. C'est la première étape, faire de la croissance et de la rentabilité. Évidemment. Communiquer, on communique vraiment et on essaye vraiment d'être en toute transparence de communication. On a changé l'ensemble de la gouvernance qui nous paraît important. On est sur les normes ESG et on aura une notation ESG avant la fin de l'année, ce qui nous paraît important. Et je crois que pour les actionnaires individuels, ce qui peut être important, c'est aussi que certains institutionnels nous fassent confiance, puisque c'est un peu l'autre pendant. Et aujourd'hui, on a quand même Verso, qui est un fonds finlandais dédié pour le médical, qui a 16% et qui est là pour le long terme. Super. Et on espère aussi attirer d'autres investisseurs institutionnels. Et je crois que c'est une spirale dynamique qui quand elle s'enclenchera, ne sera que vertueuse, quoi. Très bien, écoute, il y a pas mal de questions, je vais t'en poser quelques-unes, puisque tu prônes la transparence, alors tu vas répondre en toute transparence. Alors on nous dit, vous avez franchi cette année la barre des 40 millions, tu en parlais tout à l'heure, 40,5. Aujourd'hui, ton plan, c'est 70 millions en 2027. Est-ce que tu prévois de la croissance externe? Alors, aujourd'hui, on a fait 40,5 millions d'euros en croissance purement organique. C'est ça. On a fait une acquisition, on a consolidé le dernier trimestre, ça fait 42,2 millions d'euros, incluant cette acquisition qui vient sur le dernier trimestre. Les 70 millions avec 10 millions d'euros de marge d'EBITDA, c'est sur ce périmètre constant. Si on a des opportunités qui ne coûtent pas cher, qui sont très très synergiques, qui ramènent de la marge, qui rentrent dans un portfolio qui intéresse ça existe, tout ça nos SFT, était le cas parfait. Ouais. Donc c'était une opportunité, il fallait la saisir. Il y en a potentiellement d'autres. Néanmoins, ce n'est pas une stratégie. La stratégie, c'est de consolider notre business. S'il y a des opportunités, c'est mon rôle de savoir les saisir. Et on les saisira avec un minimum d'impact pour les actionnaires. Et dans l'absolu, ce ne sera que des opportunités qui sont relutives dans les 12 à 18 mois s'il devait y en avoir. Ce qui est le cas des CFT. Elle sera relutive cette année. Tant mieux. Alors, ce que tu parles de diversification, d'augmentation de la croissance organique, est-ce qu'en termes d'offres, il y a des diversifications qu'on peut attendre chez DMS? Scanner, IRM, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver? Alors aujourd'hui, non. On travaille vraiment sur les imageries conventionnelles. Par contre, on a l'imagerie mobile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le radiologue fait de moins en moins présent dans la salle de radiologie. Et il se tourne de plus en plus vers la thérapie guidée par l'image. Donc on a un plan de développement qui est actif jusqu'à 2025, sur lequel on va avoir une gamme de mobiles complète, motorisée, non motorisée, embarquant de l'intelligence artificielle dans le haut de gamme pour le monde entier, et une gamme d'arceaux de blocs opératoires qui va arriver juste après, donc qui va permettre de faire de l'imagerie dans le bloc opératoire avec des choses qui sont là aussi très innovantes et qui vont intéresser nos clients actuels, mais potentiellement d'autres clients. Donc plutôt des produits dérivés par rapport à ton core business qu'une diversification réelle. Oui, il y a une pierre angulaire, c'est notre soft. D'accord. Notre valeur ajoutée, l'intelligence qu'on amène dans le soft. Et à partir de là, tous les produits qu'on va là-dessus, ramener... sur le soft, c'est important. C'est un vecteur de marge, en fait. Ouais, c'est pas un vecteur... À la rigueur, c'est peut-être pas un vecteur de chiffre d'affaires, mais c'est un vecteur de marge. L'équipement est un vecteur de chiffre d'affaires. Le soft est un vecteur de marge. Et l'équipement est un vecteur de pénétration aussi. L'équipement est un vecteur de pénétration, c'est un vecteur de stabilisation et c'est un vecteur aussi de maintenance. C'est-à-dire qu'on va recevoir, plus on vend d'équipement, plus on a de contrats de maintenance et donc plus on reçoit du récurrent. Donc ça fait partie, c'est important. Par contre, aujourd'hui, on ne peut pas se battre sur le prix. On a bien compris ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se batte sur la valeur. En apportant de la valeur,
on apporte de la marge, et en apportant cette marge, eh ben, on croît et on devient de plus en plus rentable. C'est vertueux. Alors, une question de quelqu'un qui a bossé, je ne sais pas si c'est Eric Lewin, peut-être qu'il connaît bien ton dossier. Aujourd'hui, vous fabriquez en marque blanche pour Fujifilm, pour Canon ou encore pour Carestream. Est-ce que vous envisagez d'élargir à des acteurs comme GE Healthcare ou Philips? C'est précis, ça. C'est précis, il y en a d'autres, hein. Il y a Siemens, il y a Agfa, il y a Konica, il y a Bon, tu as des trucs à Shimadzu. nous annoncer, là? Non, j'ai rien à annoncer, mais effectivement, c'est notre job, en fait. Notre job, c'est de vendre à travers un réseau de distribution parce qu'il y a de l'argent de l'État français, parce qu'il y a de l'argent de la Banque mondiale, parce qu'il y a des choses à faire, mais c'est aussi de fabriquer en marque blanche. Et quand on dit fabriquer en marque blanche, aujourd'hui, on a Fujifilm, Canon, Carestream. Moi, je suis greedy, comme disent les Anglais, et je n'aurai aucun problème à travailler avec General Electric, avec Philips, avec Siemens, avec Donc ça veut Agfa. dire quoi? Ça veut dire que tu les rencontres en permanence pour les Ça veut dire qu'on les démarches, rencontre en permanence, ça veut dire que chaque fois qu'on pense... Qu'est-ce qu'ils font qu'ils t'ont pas choisi encore? Enfin, qu'est-ce qu'ils font qu'ils bossent pas encore avec toi? Alors, je vais juste parler du passé. On faisait 23 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, on a presque doublé le chiffre d'affaires en moins de 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne travaillent pas avec moi? Rome ne s'est pas fait en une journée. Donc ça, c'est la première étape. Il faut le savoir, Rome ne s'est pas fait en une journée. Donc, ça, c'est un scoop. Rome ne s'est pas fait en une journée. Déjà, on a un scoop. C'est déjà une bonne chose. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ces gens, chaque fois qu'on développe un nouveau produit, si on parle d'imagerie mobile, si on parle d'art bloc opératoire, c'est bien sûr parce qu'on a en tête et qu'on a étudié les portefeuilles de chacun de ces acteurs et qu'on se dit, il y a des places à prendre sur les nouveaux produits qu'on développe. On n'a pas choisi de développer des produits en juste se disant, pour faire plaisir. On a choisi ces acteurs, on fait de la marque blanche, on identifie les acteurs, on les connaît très bien, on est très reconnu aussi par ces gens-là. Et donc à partir de là, on développe ces produits avec l'idée effectivement que ça va les intéresser sur une gamme complète, sur une partie de gamme ou sur des choses comme ça. Alors tu en as un peu déjà parlé, mais c'est la dernière question, j'en ai pas mal, hein. Je les sélectionne parce qu'on arrive au bout de l'interview. Les leviers d'amélioration de la rentabilité, c'est le soft déjà, tu en as parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres leviers d'amélioration? Ouais, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a touché la masse critique et tous les investissements ont été faits. Alors, il y a encore de l'investissement R&D, on a 25% de nos ingénieurs, enfin, on a 25% de nos équipes qui sont en R&D, plutôt très haut niveau, hein, PhD, ENS, ingénieur électronique, physique, maths, donc on a vraiment, informatique, on a vraiment un pool qui est important. Le programme de développement des produits est fait jusqu'à fin 2025. Okay. Donc là, on développe les produits. L'usine est capable d'accepter les 70 millions d'euros sans aucun problème. Donc on n'a plus de CAPEX, de gros CAPEX. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on améliore notre chiffre d'affaires et notre marge, ça contribue directement à la rentabilité. Donc en plus du levier lié au soft, on a ce levier où chaque fois qu'on va, vu qu'on est en plus proche du point mort, ça va très vite, hein, donc où chaque fois qu'on va rapatrier, qu'on va créer du chiffre d'affaires et on va créer de la marge, automatiquement, ça va directement dans la rentabilité. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que le levier principal d'amélioration de ta rentabilité, c'est en fait la croissance de ton chiffre d'affaires. C'est la croissance de mon chiffre d'affaires, les nouveaux produits qui arrivent dans l'année 2024, hein, ils sont déjà arrivés avec des annonces. Un Canon lance sa table officiellement à l'ECR, c'est début mars, Adam Multiplateforme, c'est l'ECR. Donc on est échelonné sur toute l'année. Et le marché américain, début 2025 sur l'ostéodensitométrie, on y est déjà avec nos produits actuels. Mais l'ostéodensitométrie début 2025. Et mi-2024, septembre 2024, on verra les annonces pour le mobile de radiologie de chez Solutions for Tomorrow. Bon, la question vérité de fin d'interview, DMS Group, c'est une pépite? Ah bah pour moi oui, hein, sinon j'aurais pas mis mes économies, voire emprunté auprès de mes banques. Voilà. Bon écoute, ça sera le mot de la fin. Samuel Sancerni, je rappelle que tu es le PDG de DMS Group. Je te souhaite une très bonne année 2024. J'espère que tu vas faire ton objectif 2027, même plus tôt, avec des objectifs de rentabilité qui seront formidables. Donc continue comme ça et on sera tous contents. Eh ben, avec grand plaisir, Marc, et merci. Pardon. Et nous, on se termine aujourd'hui donc ce Retail Day avec Samuel. C'était une expérience formidable d'avoir tous ces dirigeants, 11 dirigeants, qui ont pu nous expliquer, nous raconter leur histoire, nous expliquer ce qu'ils attendent de 2023, de 2024, avec un ton que j'ai trouvé extrêmement libre, en toute transparence. C'est rafraîchissant, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, vous pouvez continuer à nous poser des questions, on les transmettra aux dirigeants des entreprises et on vous répondra. En tout cas, merci à Bourse Direct de nous avoir accompagnés, merci aux équipes de Roland Corporate et à très bientôt.